Merci pour cette invitation. Merci aussi pour les deux présentations extrêmement riches et engagées et pleines d'enthousiasme que nous venons de recevoir. Pour situer d'où je viens et quel est le bagage avec lequel je vais vous parler, moi, je viens effectivement du monde professionnel, donc les enjeux d'articulation, parce que j'utilise ce terme, entre les différents rôles de vie. Je les ai d'abord vécus dans ma pratique professionnelle et par observation, dans ma pratique personnelle également. Et ensuite, je les ai découverts, formalisés dans les écrits des sociologues et de la psychologie sociale. Et ça a été une révélation. Donc, j'ai fait une thèse que j'ai soutenue il y a 13 ans maintenant sur les pratiques développées par les employeurs sur l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle. C'était une comparaison entre ce qui se faisait en France, c'est-à-dire pas grand-chose au point de vue des employeurs, et avec le Royaume-Uni et les États-Unis, où là, le rôle de l'employeur est bien plus important, et pour cause, puisqu'il n'y a pas d'État-providence, que le rôle des politiques publiques est bien plus faible. J'ai ensuite fait un post-doctorat à Boston. Je suis retournée enseigner en France et je suis au Québec depuis 4 ans. Donc ça va vous expliquer un petit peu le contexte de la discussion. Pour commencer, je voudrais dire que les travaux qui nous ont été présentés cet après-midi mettent en évidence ce dont on a aussi discuté ce matin, c'est-à-dire l'interdépendance, l'interconnexion entre les sphères publiques et privées. Moi, j'aime pas beaucoup ce terme de privé. D'ailleurs, je parle jamais de conciliation vie professionnelle, vie privée, parce que les choix qu'on fait dans notre vie privée, même nos choix les plus intimes, comme le nombre d'enfants que nous avons ou le temps que nous passons avec nos jeunes enfants, sont en fait largement structurés socialement. Mais entre ces deux sphères dites privées et publiques, il y a des liens réciproques qui expliquent la persistance des inégalités dont on a discuté. Ces liens ont été mis en évidence très tôt. Je pense par exemple aux travaux de Rosabeth Moss-Kanter en dès 77 sur l'illusion, le mythe de la séparation des sphères. C'était dans Work and Family in the United States, a Critical Review. C'est un tout petit ouvrage, mais le premier chapitre est lumineux. Elle revient à ses travaux sur le conflit de loyauté et sur les communautés utopiennes. Je vous engage vraiment, si vous avez ne serait-ce qu'une demi-heure ce soir, à aller le consulter. Je voudrais revenir aussi aux travaux de Marie-Agnès Barrère-Morisson, dès 92, là aussi, sur la division familiale du travail, qui mettait en avant les vases communicants entre les sphères. Je me souviens en particulier d'une typologie de couple, et elle expliquait que les couples dans lesquels on observait des carrières les plus promotionnelles, c'était les couples dans lesquels il y avait un partage inégal, c'est-à-dire qu'il y en avait un qui était engagé pleinement dans le monde du travail et l'autre qui était un salaire d'appoint ou alors pas d'engagement. Et on retrouve dans les chiffres de Maud Boulet que les plus forts salaires des hommes, là, les 76 000 et quelques, c'est dans les couples traditionnels. Donc ça, il me semblerait que ça n'a pas beaucoup évolué. Et puis, bien sûr, faire écho aux travaux de Francine Descaries et puis de Diane Gabriel Tremblay sur l'interconnexion entre ces sphères. L'autre chose que ces travaux mettent en lumière encore, toujours et malheureusement, c'est la persistance des inégalités, ce que Francine Descaries appelait l'illusion de l'égalité déjà là. On voit aussi, vous avez dans le dossier, dans la pochette, on voit bien la double pénalité sur la rémunération. Si vous prenez la note CAP sur le travail et la rémunération de l'ISQ, la page 9, que je feuilletais ce matin, quand vous êtes une femme, vous gagnez moins, ça c'est la première pénalité, mais si vous êtes un parent et une femme, vous gagnez encore moins, ça c'est la pénalité de la maternité. Donc on a vraiment une double pénalité pour les mères. Alors, ça fait écho à un livre qui est assez récent par la sociologue Kathleen Gerson, The Unfinished Revolution. On y faisait allusion tout à l'heure. La révolution, elle n'est pas faite, elle est vraiment pas faite. Et dans ce livre notamment, qui est dans une approche beaucoup plus qualitative avec des interviews de jeunes couples et puis qu'elle a suivi dans le temps, se met à jour un décalage absolument terrible entre les idéaux des jeunes couples
qui sont les idéaux parfois de mes étudiants de 20-25 ans, là, avec lesquels je discute en cours. Comment ça, vous nous parlez encore d'égalité? Mais c'est fait, nos mères, nos grands-mères se sont battues. Cessez donc votre discours obsolète. C'est fait, ça y est, c'est bon, on l'a. Ben non, on l'a pas, parce que ce qu'on voit dans les entretiens avec ces couples 10, 15, 20 ans après, c'est ce qu'elle appelle les fallback strategies, les plans B. Mais ma foi, c'est la vraie vie, c'est la réalité. C'est-à-dire que l'égalité, elle n'est pas là. Hein. On a ces idéaux-là quand on est jeune, et puis après, la vie arrive. Je voudrais aussi mentionner l'ouvrage un peu plus vieux de Judith Gardner, qui a été traduit en français sous le titre Mère au bord de la crise de nerfs. En anglais, c'est Perfect Madness, qui met à jour la montée des attentes sur les parents, mais en particulier les mères dans le contexte nord-américain. Je pense que c'est vrai ici. Oui, on parle plus de l'enfance, on parle de tout se joue avant 5 ans, ou maintenant on a nuancé ces thèses-là, mais les responsabilités qui pèsent sur les épaules des parents sont maintenant bien plus fortes. Et ça contribue à la persistance des inégalités. Alors, une des explications de la persistance des inégalités peut venir aussi dans la construction sociale du rôle de parent. Il y a un article qui est paru l'an dernier dans Journal of Organizational Behavior, qui est très intéressant parce que là aussi, ils ont interviewé des couples qui ont expliqué qu'il y a 2 façons au moins de concevoir un rôle de bon parent. Qu'est-ce que c'est qu'un bon parent, père ou mère? Il y a l'interprétation qui tend au care, c'est-à-dire c'est celui qui prend soin des enfants, c'est celui qui passe du temps avec eux, qui va aider aux devoirs, qui va jouer, qui va chanter des comptines, etc. Et puis, il y a l'interprétation qui est liée à la carrière. Donc, c'est care par opposition à career. C'est-à-dire qu'on peut concevoir qu'un bon parent, c'est celui qui ramène l'argent à la maison, c'est celui qui va permettre de payer des études supérieures, c'est celui qui offre un bon toit, des bonnes vacances, etc. Et il se peut évidemment qu'il y ait plus d'hommes qui construisent leur rôle de bons parents dans la version carrière, la version financière, que dans la version liée aux soins. Donc, c'est un article par Masterson et Hubler, si vous voulez le consulter. Je trouve que ça explique pourquoi on a toujours des paires d'appoints, comme le disait Francine Descaries ce matin. Alors, si on pouvait rêver, si c'est permis, mon idéal personnel, et je pense qu'il est partagé par beaucoup de gens d'après ce que j'ai entendu tout aujourd'hui, mais ça serait une société dans laquelle chacun, qu'il soit homme ou femme, puisse choisir et moduler ses contributions dans la sphère professionnelle et dans la sphère personnelle. C'est-à-dire que c'est une société dans laquelle un homme pourrait choisir de passer quelques années avec ses enfants. Une femme pourrait choisir de faire une belle carrière ou pas, parce que maintenant il y a de l'ostracisme aussi pour les femmes qui choisissent de ne pas s'engager dans des carrières. Et ces choix seraient fluides tout au long de la vie. Et je le dis pas seulement pour les hommes et les femmes, parce que une de mes préoccupations, qui est très largement occultée dans notre champ, et j'ai du mal à comprendre pourquoi, une de mes préoccupations, ce sont les enfants, ceux qu'on appelle les parties prenantes invisibles. Eh bien oui, invisibles, on n'en parle jamais des enfants. Hein, ça, on remonte là aussi à Canter, c'est dans son autre livre de 77, Men and Women of the Corporation, et c'est repris aussi par Helen Galinsky, Ask the Children. Parce que pour un enfant, quoi de mieux que d'avoir 2 parents présents à la maison et 2 rôles modèles sur le plan professionnel. Donc cet idéal-là, à mon sens, n'est pas seulement féministe, il se positionne aussi du point de vue des enfants qui bénéficieraient très probablement à avoir leurs 2 parents impliqués avec eux. Alors, pour accomplir ce rêve-là, il y a beaucoup de travail à faire, comme on en a déjà discuté. Je sais que c'est un atelier sur le temps cet après-midi, mais je voudrais dire que ce dont les individus ont besoin, ce n'est pas seulement du temps, bien que j'applaudisse la réflexion sur le temps tout au long de la vie, mais c'est aussi de la flexibilité, parce qu'avoir du contrôle dans sa vie,
et là je reviens plus à mes affinités avec la psychologie, les sociologues m'excuseront, mais avoir du contrôle et la possibilité de faire des choix dans sa vie, ça atténue beaucoup les contraintes. Mais alors, je parle de la flexibilité associée à la sécurité, ce qu'on appelle aussi en Europe la flexicurité, pas la flexibilité au profit de l'employeur, hein, celle qui vise à l'employé. C'est-à-dire pouvoir choisir sans perdre son emploi ni subir des pénalités ses heures de travail. Donc là, je pense au travail à charge réduite, qui n'est pas le travail à temps partiel. Je rappelle la distinction. Le travail à temps partiel, c'est un travail où on est payé à 80 ou 60%, mais souvent la charge de travail n'est pas réduite en proportion. C'est souvent perdant. Alors qu'un travail à charge réduite, c'est un travail dans lequel la charge de travail est réduite. Donc le travail à charge réduite, mais aussi les partages de postes qui permettent de travailler non pas à temps plein, mais avec de belles perspectives de carrière. Moi, j'ai connu des VP qui étaient en partage de postes et qui étaient dans des fonctions où ils étaient en lien avec les clients. Donc ça, ce sont des temps partiels, mais qui ne vous mettent pas sur une voie de garage. Choisir aussi son lieu de travail, donc le télétravail, les multiples modalités de télétravail. Très important, choisir son rythme de carrière. Pouvoir prendre des congés et avoir des systèmes de carrière qui fonctionnent comme des treilles et pas comme des échelles. Parce que l'ennui de l'échelle de carrière dont on gravit les échelons péniblement un à un, c'est que si on sort de l'échelle parce qu'on prend un congé, on doit recommencer tout en bas de l'échelle. Alors que la treille de carrière, la treille, vous savez, sur laquelle vous faites pousser vos plantes, ce sont des cheminements de carrière qui peuvent être ascendants, mais aussi horizontaux et dans certains cas descendants, dans lesquels, si vous sortez à un moment donné, vous pouvez reprendre et vous n'avez pas perdu le bénéfice de vos expériences antérieures. Pour donner aux individus le temps et la flexibilité, il faut repenser l'organisation du travail et la société, en particulier les concepts androcentriques dont on parlait ce matin et que la culture de la famille pénètre l'entreprise. Dans mon expérience de recherche jusqu'ici, ce qui m'apparaît de plus en plus nettement, c'est que cela passe par deux canaux et que ces deux canaux interagissent. Il y a d'une part la culture et d'autre part la structure. Là, je fais référence à un gros travail de revue que j'ai réalisé avec une doctorante de l'UQAM, Annie Foucrault, qu'on a publié cette année dans Journal of Management, qui revoit la recherche dans le champ de l'articulation travail-famille sur le plan international. Et donc, il y a d'un côté la culture, c'est-à-dire l'ensemble des croyances qui sont partagées dans un pays, qui influencent les pratiques des employeurs et les expériences des individus. Et il y a de l'autre côté la structure. La structure, ce sont les politiques publiques, ce sont les systèmes éducatifs, ce sont toutes les infrastructures, les provisions publiques, le système de taxes, les structures familiales, est-ce qu'il y a ou pas de l'aide domestique disponible. Tout ça, ce sont des facteurs plus institutionnels. Il faut agir sur les deux leviers. Parce que quand on a les politiques publiques sans les changements de mentalité, on a un effet de levier bien moindre. Et quand on n'a que la culture sans le plancher de droit pour les citoyens, ça ne fonctionne pas non plus. Un très bel exemple de cette interaction, c'est les travaux de Cropton et Lyonnette en France, qui expliquent que les politiques publiques françaises sont très, très soutenantes pour les femmes et pour la natalité. Il y a des écoles publiques gratuites à partir de 3 ans, il y a des garderies subventionnées, il y a des congés maternité, des congés parentaux, etc. Et pourtant, l'égalité n'est pas là. En particulier, par exemple, le partage des tâches domestiques est toujours très nettement en défaveur des femmes. Ce qui vous montre que les politiques publiques seules ne suffisent pas si on est toujours dans une culture qui n'adhère pas vraiment en profondeur avec l'égalité. Donc, 2 volets. Je vais commencer par le plan de la culture. Il me semble essentiel de revaloriser dans nos sociétés le care, tout ce qui est soin, pas seulement aux enfants, mais aussi aux personnes âgées et aux personnes adultes dépendantes. Il y a un ouvrage de vulgarisation, mais très intéressant, qui a été publié récemment par Anne-Marie Slaughter,
celle qui a renoncé à des fonctions prestigieuses aux États-Unis pour revenir s'occuper d'un adolescent qui était régulièrement ramassé par le poste de police. On peut comprendre qu'elle ait réagi. Ces travaux expliquent que le soin est systématiquement dévalorisé dans nos sociétés. Ça renvoie à ce qu'a très bien expliqué Evelyne Couturier sur la segmentation horizontale et sur les parois de verre. Le travail socialement utile, la contribution sociale aussi, comme en parlait Hélène Ligosselin, sont des choses qui sont systématiquement sous-payées et symboliquement dévalorisées. Comme s'il était plus facile d'élever des enfants que de balancer des comptes, par exemple. Donc je vous invite vraiment à aller voir son livre qui remet en cause beaucoup de nos idées préconçues. Le deuxième axe sur lequel il faut travailler, c'est remettre en cause les normes de carrière. Depuis les travaux de Lottie Bailin, Breaking the Mold, et puis ce plus récent de Blairlois et Williams sur le stigma associé à la flexibilité, on sait que nos organisations, publiques comme privées, fonctionnent sur un modèle tout à fait obsolète de la carrière à temps plein, linéaire, donc sans interruption et de préférence ascendante. Ça ne fonctionne plus et c'est tout à fait contraire à ce dont je parlais, l'idée de la treille de carrière. Les conséquences de ce stigma de flexibilité sont très importantes. Dès qu'on travaille à charge réduite, dès qu'on prend un congé, dès qu'on signifie qu'on a besoin de flexibilité et qu'on a d'autres aspirations en dehors du travail, on subit des biais, on est stigmatisé. D'où un cercle vicieux qui fait que les femmes qui sont beaucoup plus utilisatrices en entreprise des politiques de conciliation sont pénalisées, après, en termes de carrière et en termes de promotion. Alors, j'ai un chapitre il y a quelques années dans cet ouvrage sur lequel j'attire votre attention sous la direction de Chantal Nicole Drancourt, en France, Conciliation, Travail-Famille, Attention, travaux. Donc, sur ce cercle vicieux, Diane Gabrielle Tremblay en parle aussi dans le dossier de presse que vous avez dans la pochette, le stigma qui est toujours lié au congé de paternité. Troisième axe, toujours sur la culture, combattre les stéréotypes liés au rôle de genre. Là, je voudrais revenir aux travaux de Alice Eagly, qui sont absolument magistraux. La démonstration est toute simple après des décennies de travail de sa part. Les stéréotypes et les rôles de genre afférents aux hommes veulent qu'un homme, c'est quelqu'un d'agentique, d'ambitieux, de déterminé, éventuellement de compétitif, alors qu'une femme, c'est quelqu'un qui est communal, c'est-à-dire tourné vers les autres. On dira d'une femme, dans les stéréotypes, si vous demandez dans la rue, puis on les reproduit très facilement avec les groupes étudiants, qu'une femme est à l'écoute, qu'une femme est l'avenir du management au XXIe siècle, justement parce qu'elle a de meilleures capacités interpersonnelles. Malheureusement, dans chacun de mes groupes, quand je fais des cours sur le leadership, j'arrive à reproduire ces stéréotypes. Ça me fait pleurer chaque année, mais c'est comme ça. Donc, les hommes sont agentiques, les femmes sont communales. Or, pour être performant au travail, devinez quel type de qualité on demande. Pour être promu dans nos organisations, bien sûr, on demande des qualités agentiques, pas des qualités communales. D'où les pénalités pour les carrières des femmes. Là, on revient aussi à un article du Devoir que vous avez dans votre dossier de presse qui parle des jobs de gars. Il y a des jobs de gars, puis il y a des jobs de femmes. Et là, on est en plein dans la ségrégation horizontale et les parois de verre. On est dans l'intériorisation des normes. Et effectivement, j'adhère à l'analyse de Maud Boulet sur le fait que les femmes probablement culpabilisent quand elles n'en font pas assez. Sur le plan de la structure, qui est l'autre volet, je voudrais dire deux choses. La première, c'est qu'un plancher de droit m'apparaît absolument indispensable. Donc, je ne voudrais pas laisser à penser que les politiques publiques ne suffisent pas, ou elles ne suffisent pas quand les mentalités n'ont pas évolué, mais il reste qu'un plancher de droit est absolument indispensable pour les citoyens. On parle beaucoup dans la littérature anglo-saxonne du business case argument. Et là-dessus, il y a eu beaucoup de progrès, notamment, ce matin, il y a eu une question sur comment est-ce qu'on peut prouver les enjeux économiques. Et il y a des recherches-interventions qui ont paru l'an dernier dans American Sociological Review, qui sont très claires sur les bénéfices, avec des groupes contrôle. Un groupe, on fait des interventions, un groupe non, et les bénéfices sont vraiment clairement établis. Donc, on peut utiliser ces recherches. Mais le business case ne suffit pas, sinon on aurait déjà des organisations qui toutes mettraient en place ces changements-là.
Donc, j'ai plaidé en 2011 dans Industrial and Organizational Psychology, je plaide encore, pour qu'on fasse un citizenship case argument, en plus du business case argument, parce qu'il n'y a qu'en pensant au bien commun, à la génération future de citoyens que sont nos enfants, que nous arriverons à faire changer les choses. Il me reste 1 minute pour terminer sur le volet de la structure avec cet ouvrage paru cette année de Jeffrey Greenhouse, vous savez, celui qui a défini le conflit, puis après l'enrichissement, hein, et de Gary Powell, autre auteur sur l'enrichissement, From Hard Choices to Smart Choices. Et eux mettent en évidence ce qu'ils appellent le trickle-down effect, c'est-à-dire le fait que l'effet bénéfique des politiques publiques rejaillit au niveau des employeurs et que l'effet bénéfique des pratiques employeurs rejaillissent sur les individus et sur les familles, qu'il y a une interconnexion entre les 3 niveaux, macro, méso et micro. Donc une raison de plus pour intervenir sur le plan des politiques publiques. En conclusion, je voudrais signaler l'initiative de ma collègue Tracy Hecht à Concordia, et je la seconde dans cette initiative, pour créer un réseau sur Montréal, qui est un réseau de chercheurs interdisciplinaires et interuniversités sur l'articulation vie professionnelle, vie personnelle. Nous avons eu une première rencontre et plusieurs personnes ici y ont participé déjà. Nous avons une seconde rencontre avec des posters étudiants et de chercheurs en janvier. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous souhaitez contribuer ou simplement venir voir ce qui se fait, notamment chez la plus jeune génération, prenez contact avec moi, ça me fera plaisir de vous y inviter.